Bonsoir, Kalispera, c'est Oles Keolus. Bonsoir à toutes et tous. Nous sommes très très heureux de vous accueillir pour ce webinaire. Vous le savez, nous sommes en ce moment dans ce que nous appelons ici Novembre numérique. C'est une initiative partagée par les instituts français à travers le monde pour mettre à l'honneur les savoir-faire français et francophones dans les cultures numériques. Et donc c'est dans ce cadre que se tient ce séminaire. Bien sûr, avec la crise liée à la Covid-19, notre rapport au numérique, au digital, c'est rapport individuel, rapport collectif aussi est interrogé et mis en question. Et dans le même temps où on se pose ces questions, bien sûr, on est tous et toutes dans un grand nombre d'événements dématérialisés. Une explosion comme ça de webinaires et autres Zoom. Et donc, on est dans ce contexte un peu compliqué quand même, on est content parce qu'on a là un moment pour réfléchir, se poser par rapport au type de questions que ces usages numériques peuvent amener. En Grèce, c'est la deuxième édition pour nous de Novembre numérique. Nous l'avons décliné dans plusieurs événements qui se prolongeront jusqu'à la fin du mois. Et on a pris comme fil rouge cette année le thème des nouveaux mondes, et, les nouveaux mondes de la création numérique en général, et plus particulièrement cette année les jeux vidéo. Alors pourquoi les jeux vidéo? D'abord parce qu'en France, il y a beaucoup d'éditeurs de jeux reconnus et créatifs, certains de taille importante, d'autres petits, start-up. C'est aussi pourquoi? Parce que l'ensemble de ces parties prenantes, les éditeurs, les créateurs, le gouvernement, d'autres encore, ont ensemble fait émerger ce qu'on peut appeler une filière d'industrie culturelle. Et dans le même temps, on constate cette émergence d'une filière de jeux vidéo en Grèce. Peut-être que la Grèce n'a pas encore atteint la même masse critique, mais enfin, il y a clairement des acteurs de jeux vidéo. Et donc, c'était intéressant pour nous de mettre en place des échanges. Et par ailleurs, bien sûr, le jeu vidéo est en train déjà depuis un bon moment, déborder le cadre du ludique ou d'ailleurs du créatif pour aller vers des usages qu'on qualifie de sérieux, serious game. Et donc, le jeu vidéo s'attaque aux préjugés de genre. Le jeu vidéo sert pour les professeurs dans leur salle de classe. On en parlera aussi bientôt. Le jeu vidéo sert dans la santé. Donc voilà, donc le jeu vidéo est en train de se disperser, de se répandre et ses usages se diversifient. Jeudi prochain, jeudi qui vient là, nous discuterons de deux thèmes sur le jeu vidéo. D'abord, comment on peut entreprendre dans le secteur et un peu plus tard, dans la fin d'après-midi, la dimension créative, artistique du jeu vidéo. Mais ce soir, ce que nous évoquons, ce sont donc les questions d'éthique et les questions de société autour du jeu vidéo. Alors, le jeu vidéo, bien sûr, amène un regard, on peut dire, hybride aujourd'hui, parfois de critique, parfois de louange. La critique est un peu tarte à la crème, c'est le jeu vidéo comme facteur d'isolement, d'addiction, voire même les jeux vidéo violents, voire même les jeux vidéo qui inciteraient à la violence. Bon, ce sont des critiques assez récurrentes, et je pense que la table ronde de ce soir permettra de recadrer ou de discuter de ces critiques, de les affiner en tout cas. Et puis, il y a, me semble-t-il, des louanges, vraiment une valorisation croissante du jeu vidéo, à la fois, bien sûr, sur sa dimension pédagogique. J'en ai dit un mot. Les jeux de rôle, les jeux d'enquête permettent bien sûr d'apprendre, mais même encore au-delà, le jeu vidéo permet d'aborder des questions éthiques assez profondes, parfois nouvelles, et c'est bien sûr le cas dans le cadre de ce qu'on appelle les jeux sérieux, puisque eux-mêmes amènent de nouvelles questions éthiques d'usage, de partage, de cadre. Et c'est de tout cela qu'on va parler ce soir. Alors, je veux beaucoup remercier tous les participants. Je veux remercier les auditeurs je ne sais pas comment on peut dire, les auditeurs de séminaire qui nous rejoignent. Je veux remercier aussi Afenscon, qui est notre partenaire pour cet événement. Et je passe la parole à Christophe, qui va animer cette soirée. Voilà. Bon webinaire à tout le monde. Merci. Alors, bonsoir tout le monde déjà. Ça fait vraiment plaisir de vous avoir tous pour ce webinaire. On va commencer par un petit tour
de table virtuelle, hein, puisqu'on est vraiment là dans le virtuel, des participants. Donc on a, je vous laisse vous présenter ou je vous présente? Qu'est-ce que vous préférez? Je vous présente, ok. Donc nous avons ouais, mais oui. Donc, nous Je avons propose de Myriam faire le Wally, travail, vas-y. donc cofondatrice du studio Accidental Queens, qui ont créé entre autres donc A Normal Lost Phone et Another Lost Phone, Laura Story. Ensuite, nous avons Kostas Karpouzis, qui est directeur de recherche de l'Institut universitaire de recherche sur la communication et les systèmes informatiques de l'Université Polytechnique nationale d'Athènes. Oui, c'est long. Nous avons ensuite Florent Morin, qui est auteur et producteur du jeu Enterre-moi mon amour. Et Mathieu Triclot, qui est maître de conférence en philosophie des sciences à l'Université des technologies de Belfort-Montbéliard, c'est ça? Montbéliard, excusez-moi. Et auteur du livre Philosophie des jeux vidéo. Voilà. La tour de table et moi-même, donc Christophe Capoli, je serai le modérateur ce soir. Je suis historien donc, de formation, mais j'écris pour le jeu vidéo, sur le jeu vidéo dans un web magazine qui s'appelle Le Daily Mars et je co-anime un podcast sur le jeu vidéo aussi qui s'appelle Autour du Mic. Voilà, pour les présentations. Alors, toute première question, on va commencer sur le jeu vidéo en lui-même. C'est quoi ses spécificités, ses caractéristiques? Qu'est-ce qui fait du jeu vidéo un média à part, un média unique? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut commencer? Une des façons de répondre à cette question, c'est que la spécificité des jeux vidéo ou des objets interactifs en général, et des jeux vidéo en particulier, parce que c'est un peu la forme, c'est un peu l'évolution Pokémon de l'objet interactif, le jeu vidéo, par rapport aux autres médias, je trouve, c'est que là où la plupart des autres médias se conçoivent comme des discours, quand on écrit un roman, quand on fait un reportage radio, télé, on conçoit ça comme un discours. Le jeu vidéo, lui, se conçoit plus comme une discussion, puisque grâce à l'interactivité, le joueur peut poser des questions au système. Par exemple, le joueur peut demander à Mario Bros, qu'est-ce qui se passe si j'appuie sur la flèche droite de la manette? Et Mario, le jeu vidéo Mario lui répond, bah, si tu as fait ça, le bonhomme va aller vers la droite. Et qu'est-ce qui se passe si je tombe dans le trou? Si tu fais ça, tu vas mourir et tu vas devoir recommencer au début du niveau. Ah, dans ce cas-là, j'ai compris qu'il fallait pas que je tombe dans le trou. Donc, qu'est-ce qui se passe si j'appuie sur le bouton? Ben là, tu sautes et tu peux passer par-dessus. Et donc, le régime qu'on a pour échanger avec notre auditoire, qui sont en l'occurrence les joueurs, c'est celui de la discussion et pas celui du discours. Et je pense que ça, c'est une différence qui est assez intéressante et assez fondamentale. D'accord, et donc c'est cette interactivité, ce dialogue qui fait le jeu vidéo, donc quelque chose, un média unique par rapport aux autres. Mais est-ce que justement, c'est pas cette interactivité qui fait du jeu vidéo, soi-disant, hein, on va voir si c'est un vrai débat ou un faux débat, un danger pour certains joueurs? Le fait que ce soit interactif, justement. Oui, quelqu'un? Ah, c'est une question délicate. Je sais pas si c'est vraiment dangereux le jeu vidéo en tant que tel. Je crois que toute pratique quelle qu'elle soit peut être potentiellement dangereuse. Euh, Moi, je me souviens que il y avait une anecdote que je raconte souvent, c'est qu'une fois mon père est venu me voir dans ma chambre et il m'a dit Florent, je crois que tu as un problème d'Agatha Christie. Parce que j'avais découvert Agatha Christie et je ne faisais que lire Agatha Christie tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et vraiment tout le temps. Et il m'a dit, je crois que tu as un problème d'Agatha Christie, il faut que tu découvres d'autres choses et que tu changes un petit peu tes pratiques et peut-être qu'il y a d'autres choses dans la littérature qui va te plaire et puis peut-être qu'il y a d'autres choses que la littérature qui va t'intéresser. Et effectivement, j'étais un peu devenu un monomaniaque de ça. Je pense que le jeu vidéo, parce qu'il est interactif, parce qu'il est, comme on dit avec des gros guillemets, immersif, il peut avoir tendance à absorber beaucoup de l'attention des joueurs et des joueuses, parfois les plus jeunes, parfois ceux qui ont pas forcément des relations très simples avec leurs proches. Et donc, il se traîne un petit peu cette réputation d'occupation dangereuse. Mais je pense que c'est jamais qu'un exutoire, qu'un échappatoire. Et je ne sais pas si c'est la nature même du jeu vidéo qui explique ça ou si c'est juste que on joue aux jeux vidéo pour s'échapper
Et donc, la question, c'est plutôt de quoi est-ce qu'on essaie de s'échapper, non? J'ai l'impression. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression que je m'enfonce un peu là. Je vais laisser les autres un peu parler. Non, mais si tu veux, moi, je rebondis sur ce que tu viens de dire, Florent. Euh, c'est vrai que enfin, sur chaque nouveau média, il y a une angoisse similaire. Et très souvent, on projette une hypothèse comme ça d'efficacité accrue des nouveaux médias par rapport aux précédents, avec une inquiétude qui est celle que tu as donnée, qui est la question de la fiction et la question de l'engagement dans les univers imaginaires. Voilà. Qu'est-ce qui se passe quand on s'absorbe comme ça dans des univers imaginaires. Platon s'inquiétait de la diffusion de l'écriture. On s'inquiétait au 19e siècle du fait que les jeunes filles en particulier se laissaient prendre par les romans. Alors, c'était pas encore Agatha Christie. Ah, on me dit, Monsieur Triclot, choisissez la langue française dans le menu d'interprétation en bas à droite. Alors, sauf que moi, j'ai pas ce fichu menu d'interprétation en bas à droite. Donc, on va avoir une difficulté avec ma version Ubuntu. Je le regarde. Ouais. Si j'arrive à le régler. En tout cas, on t'entend très bien. Ouais, mais apparemment, il y a un souci dans l'interface. Et moi, j'ai un problème avec l'interface de Zoom. Je sais pas si ça peut... Moi, j'ai aucun élément pour le régler. Je suis désolé. C'est réglé. D'accord. Ah, ok. Bah, merci beaucoup. Alors, j'ai rien changé de mon côté. Bah, ce que je disais, peut-être si je reprends le fil de la discussion, je rebondissais sur ce que disait Florent pour signaler que cette inquiétude, en fait, vis-à-vis du jeu vidéo, elle me semble avoir été présente pour chaque nouvelle forme médiatique. Et avec à chaque fois cette idée qu'il y aurait une efficacité extraordinaire du nouveau médium. Ah, le roman, hop, ça nous enveloppe, c'est immersif. Le cinéma, les images bougent, on va être capté par des stimuli audiovisuels incroyables. Et puis les jeux vidéo, ça va être encore plus. Et puis demain, il y aura la réalité virtuelle et on ne saura plus faire la différence entre la réalité et la fiction. Donc ça, c'est une angoisse structurelle autour de la question de la fiction. Et en même temps, à mon avis, c'est extrêmement décalé par rapport aux pratiques. Par exemple, nous, on avait travaillé sur plusieurs projets de recherche où on filmait des joueurs en train de jouer. Enfin, où ils se filmaient, puis on analysait la manière dont ils jouaient. On ne voyait pas de fascination, on voyait beaucoup d'ennui, on voyait beaucoup d'attention. Alors, c'est peut-être un peu triste pour les game designers, mais on voyait beaucoup d'attention latérale, on voyait beaucoup de. Voilà, et c'est vrai que d'attention distribuée aussi, donc c'était très, très éloigné de cette image du joueur zombie qu'on peut avoir absorbé par son dispositif. Donc, j'aurais tendance à tempérer, moi, cette idée que la fascination marche à tous les coups. En même temps, ça serait très pratique pour Myriam et Florent, hein, si les jeux vidéo produisaient de la captation de manière automatique. Ah, j'ai à nouveau le problème. On a eu d'ailleurs, je ne sais pas si vous vous souvenez, ce faux débat aussi avec les animés dans les années 90 avec Ségolène Royal qui les qualifiait justement pareil. Et avec le death metal aussi, et avec les séries télé. Tout, ouais, à chaque fois. Avec la télé davantage, hein, quand on était plus jeune. Et c'est vrai qu'au final, je trouve que le débat, il revient tout le temps, mais il n'a pas grand intérêt parce qu'en fait, on oublie toujours que s'il y a effectivement des problèmes typiquement d'addiction ou de comportement qui change, ce genre de choses, en fait, le jeu vidéo va être que le déclencheur. Et c'est qu'il y a un problème sous-jacent qui existe déjà, en fait. Et plutôt qu'essayer de traiter ces problèmes-là, on va dire, bon, bah voilà, c'est la faute aux jeux vidéo, à la télé, au manga ou ce qu'on veut, au lieu d'essayer de réfléchir un peu à pourquoi est-ce qu'à la base il y avait un souci qui souvent est social ou psychologique, etc., et qui existait déjà en fait. Ce qui est intéressant aussi, c'est que moi j'ai déjà eu cette discussion avec quelques parents un petit peu échaudés par les Fortnite, par les machins, par les pratiques un petit peu qu'ils jugeaient excessives de leurs enfants. Et à chaque fois, je leur demandais, mais vous, qu'est-ce que vous en pensez des jeux vidéo Et je découvrais que la plupart du temps, dans l'extrême majorité des cas, les parents s'étaient pas intéressés à la question. Ils n'avaient pas pris une manette, ils n'avaient pas regardé ce que c'était, ils n'avaient pas posé de questions, ils n'avaient pas discuté, ils n'avaient pas vérifié que le PEGI des jeux auxquels leurs enfants jouaient correspondait à l'âge qu'ils avaient, même si on peut critiquer PEGI, mais voilà, jouer à GTA V quand on a 10 ans ou 11 ans,
Dans l'absolu, c'est pas super. De la même manière que regarder des films d'horreur quand on a cet âge-là, c'est pas génial. De la même manière que lire des romans violents, ça ne l'est pas plus. Moi, j'ai l'impression qu'il y a aussi des petits problèmes générationnels, même s'ils sont clairement en passe d'être résolus, parce qu'aujourd'hui, les parents sont des gens qui ont grandi avec les jeux vidéo. Il y a 10 ans encore, c'était peut-être pas le cas. Il y avait un petit peu cette incompréhension qui redoublait leur réaction de méfiance, voire le fait que c'était hyper pratique du coup d'en faire un bouc émissaire, quoi. C'est la faute aux jeux vidéo, la fameuse phrase c'est la faute aux jeux vidéo vient un peu de là, je pense. Je crois qu'il y a Costas qui veut dire quelque chose sur ce sujet. On n'a pas la traduction. On n'a pas la traduction. Ouais. Les traducteurs ne peuvent pas vous entendre. Ah. Et du coup, on ne peut pas savoir ce que... Malheureusement, il faudra, je ne sais pas si c'est un problème de micro de M. Carpouzis ou est-ce que vous pouvez l'informer? Oui. Les traducteurs n'entendent pas M. Costas, c'est ça? Est-ce que vous entendez son intervention? Non, non, nous on n'entend pas ni son intervention ni les traductions. Non, donc nous non plus, on ne peut pas traduire si on n'entend pas, c'est ça le problème. Ah, vous ne l'entendez pas, d'accord. Non, 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 pas du tout. D'accord, je lui dis. Je lui dis tout de suite. Est-ce que quelqu'un peut lui dire, s'il vous plaît, les traducteurs ne l'entendent pas? On vient de lui écrire qu'on ne l'entend pas. Je ne sais pas si on peut... Ah, les soucis techniques. On est pour la petite histoire, c'est la première fois qu'on fait ça à l'Institut. Hein. On est le crash test. Hein. C'est clairement... Alors, je pense que c'est probablement la faute aux jeux vidéo. Comme évidemment, classique. Internet, en tout cas. Ouais, au moins. Alors, bon, on va continuer en attendant jusqu'à que quelqu'un puisse entendre Costas. C'est quoi, donc, selon vous, qu'est-ce qui caractérise vraiment les caractéristiques du jeu vidéo, en plus de ce dialogue que Florent a mentionné? L'interactivité, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui fait que le jeu vidéo a vraiment quelque chose de particulier? Ça va être un média qui va rassembler les caractéristiques de beaucoup d'autres qui sont venus avant, en fait. Parce que souvent, on va le comparer, alors, le plus souvent au cinéma, mais enfin, c'est pas juste... Il y a effectivement des éléments du cinéma qui peuvent se retrouver dans le jeu vidéo. Il y a des éléments de la littérature, il y a des éléments je sais pas, de la bande dessinée, par exemple. Même je pense à des jeux qu'on a fait, mais même du théâtre ou voilà, d'autres médias en fait qui sont venus avant. Et en fait, c'est vraiment un média qui va rassembler en fait toutes sortes à la fois choses artistiques, mais aussi techniques. Je pense que c'est assez spécifique aux jeux vidéo, ce truc-là. On n'a pas en tout cas autant l'importance de la technique dans ces autres médias culturels et artistiques. Et ça va venir apporter d'autres types de contraintes, donc d'autres façons de créer, d'autres personnes aussi, d'autres types de profils qui vont s'intéresser à ce média-là. Je pense que ça fait partie de ce qui peut le rendre spécifique. Ouais, certains l'oublient, le jeu vidéo c'est un art, mais il y a quand même une dimension vraiment technique derrière qui est différente. Enfin, même si on retrouve, j'imagine, la technique dans la BD aussi, dans le cinéma, quelque part aussi, on a ce souci technique. Alors, mais justement, je voulais aborder via ce dialogue que Florent a mentionné, l'interactivité. Le jeu vidéo, selon vous, est-ce qu'il a vraiment une opportunité pour éduquer et voire sensibiliser sur certains sujets? Je sais que justement, vous avez fait tous les deux jeux, donc l'un sur les migrants syriens et toi, Myriam, sur donc le genre. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Vraiment, le jeu vidéo, il peut éduquer.
Tu veux commencer? Tu commences. Allez. Je pense que c'est important de rappeler juste une chose, c'est que nous, en tout cas, à The Pixel Hunt, et je pense que je ne veux pas parler pour Myriam, mais à mon avis, ça risque d'être similaire. C'était pas nécessairement la première intention de dire on fait un objet pédagogique et on veut convaincre ou éduquer ou d'abord, nous, enfin en tout cas là pour le coup, je parle que The Pixel Hunt, notre intention c'était de raconter des histoires qu'on avait rassemblées au cours d'un processus documentaire, donc en lisant des articles, en rencontrant des gens, en discutant avec des gens, en interviewant des personnes et tout. Et on voulait raconter cette histoire, la raconter sous une forme qui n'était possible que en tant que jeu vidéo, par l'interactivité, par l'utilisation, la mimique d'une interface d'application de chat qui est bien connue et qui est utilisée par tout le monde aujourd'hui, les migrants, mais pas seulement. Enfin, moi, j'utilise WhatsApp tous les jours pour parler avec ma famille et mes proches. Tout ça ne pouvait se faire que sous la forme d'un jeu vidéo. Et pour raconter ces histoires qui nous semblaient importantes, et parce qu'on fait des jeux vidéo, ce mariage s'est imposé. Après, oui, je suis parfaitement conscient qu'il peut y avoir une dimension, si ce n'est pédagogique, au moins d'une forme de transmission, et ça m'intéresserait peut-être une fois que Myriam nous aura donné son point de vue, d'avoir le point de vue du philosophe de Mathieu, parce que pour moi, il y a une démarche presque un peu de maïeutique. En tant que game designer, j'ai parfois l'impression que je crée une discussion qui est artificielle, parce que mon objectif, c'est de faire arriver le joueur quelque part. Et c'est vrai pour un jeu très narratif comme Entièrement mon amour, mais je pense qu'en fait, c'est vrai quasiment tout le temps quand on fait du game design. Et ça, c'est super intéressant, quoi. C'est une discussion, mais c'est une discussion dans laquelle une des deux personnes, à savoir le game designer, sait où il veut aller et sait où il veut emmener le joueur. Et sous cet aspect-là, c'est effectivement très didactique et très, du coup, forcément toujours un petit peu pédagogique, parce que même un jeu de pur divertissement doit apprendre ses règles aux joueurs. Donc le jeu vidéo, c'est pas vraiment c'est pas juste un divertissement. Les nôtres, en tout cas, non, c'est sûr. Il y a même des gens qui les trouvent pas divertissants du tout. Ouais, surtout Entièrement mon amour peut être un peu déprimant des fois. Ça dépend des fins, oui, des fins. Ouais. Mais du coup, je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Florent au début, c'est que nous non plus à la base, on s'est pas dit avec Normal Last One, bah voilà, on va faire un support pédagogique. L'idée, c'est d'abord de créer un jeu. Pour le coup, l'idée, c'était d'abord de créer un jeu divertissant aussi. On a toujours eu comme intention de ne pas faire du serious games, mais vraiment du jeu classique, mais avec un message derrière. Et la dimension pédagogique, elle est apparue dans un second temps, quand Normal Last One a commencé à tourner et qu'on s'est rendu compte que beaucoup de personnes ignoraient énormément de choses sur les thématiques du genre, les thématiques LGBT, et qu'en fait on avait l'occasion justement de clarifier certaines choses et de donner des informations, de faire passer des informations aux gens. Ça peut aller de choses très très simples, hein, simplement dire déjà ça veut dire quoi LGBT, lesbienne, gay, bi, trans, il y a plein de gens qui ne le savaient pas, à des informations beaucoup plus en profondeur, par exemple des témoignages de personnes qui du coup sont des témoignages de vraies personnes qu'on peut trouver dans le jeu pour expliquer un petit peu leur vécu et donner des perspectives en fait aux gens qui vont jouer. Mais tout ça c'est arrivé après et c'est venu se greffer donc sur la trame narrative de l'histoire qui elle est complètement fictionnelle et qui est le point de départ, enfin la chose qui est importante vraiment dans ce jeu. Là où je pense que la dimension pédagogique, en tout cas, elle fonctionne très bien et elle est importante, c'est que nous, le type de jeu qu'on fait, et que Florent fait aussi, et c'est le cas de beaucoup d'autres jeux, est très accessible. Il y a beaucoup de gens qui vont déjà y jouer, parce que c'est un jeu qui ne demande pas d'habileté particulière. Enfin, c'est des jeux qui sont lents, on peut prendre tout notre temps pour réfléchir aux énigmes. Les énigmes sont relativement simples, puis au pire, de toute façon, il y a la solution sur Internet. Le jeu ne coûte pas très cher, donc il est assez accessible, il est sur plein de plateformes, il est sur les mobiles, il est sur console, Nintendo, il est sur PC. Donc beaucoup de gens vont y jouer, donc beaucoup de gens vont être exposés à ces messages-là, vont pouvoir en discuter. Et au-delà de la dimension jeu,
En fait, il y a le fait qu'aujourd'hui, une façon de consommer des jeux qui est assez courante, c'est de regarder d'autres gens jouer. Notamment dans le cas des jeux Lost Fun, il y a beaucoup de streamers, de streameuses qui ont joué au jeu, qui ont fait des vidéos, qui les ont mis sur YouTube. Et en fait, le jeu a une audience bien plus large via ces vidéos-là que par le jeu en lui-même. Et quand on lit les commentaires sur ces vidéos, en fait, on voit que beaucoup de gens ont appris des choses. Ils disent, voilà, je ne connaissais pas telle thématique, j'ai appris ces trucs-là, j'étais un peu intolérant sur tel sujet, j'ai appris ça, je vais changer. Voilà. Et donc, il y a aussi une dimension un peu éducation populaire, en fait, prise, avec le fait que ce jeu va tourner sur ces canaux-là. Je me souviens d'ailleurs que, si je me trompe, Normal Lost Phone était très populaire au Brésil, c'est ça? Oui, il y a eu une communauté brésilienne assez importante parce qu'il y avait eu des streamers brésiliens connus qui avaient fait une vidéo YouTube et donc ça avait pas mal tourné. Ouais, parce qu'au Brésil, ils sont à la fois très tolérants et très intolérants sur ce sujet-là. Donc j'imagine que ça a pas mal résonné dans le pays. Plus qu'en France, j'imagine. Ouais, plus qu'en France, ouais. Je vais redonner la parole à Costa. Je crois que maintenant, son problème est réglé, en attendant qu'on règle aussi le problème de Mathieu. Il voulait dire quelque chose par rapport au danger et aux des jeux vidéo, il me semble. Le problème n'est pas résolu pour les interprètes. Je ne sais pas si vous entendez. Non, on n'entend pas. Oui, moi non plus, nous non plus. Et malheureusement, sans cela, on ne peut pas traduire. Vous entendez pas Costa, c'est ça? Non, pas du tout. D'accord, là en plus on a Mathieu en 2 fois. Ah, on a l'image sans le son. C'est plutôt normalement, c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est que j'ai réussi à me connecter sur le téléphone et ça doit passer dans le bon canal, j'espère. Κώστα, μ' ακούτε τώρα? Λοιπόν, σε ποια γλώσσα είστε ακριβώς αυτή τη στιγμή, στα ελληνικά, κάτω? Δεν σας ακούω καθόλου δυστυχώς. Θα περάσω στα ελληνικά για να δω. Les petits soucis techniques. C'est la première fois que vous entendez parler grec? Je fais... Ah. On propose à Monsieur Karpouzis de se connecter par téléphone. Donc, on reviendra par la suite à Monsieur Karpouzis. D'accord. Il va se connecter par téléphone, par mobile. Je crois qu'on a récupéré Mathieu, qui est du coup sur Android maintenant. Normalement, oui, sur le téléphone. Ouais. Est-ce que tu as entendu ce qu'on disait, de quoi on parlait? Alors, de manière distraite, comme quelqu'un qui écoute une série en même temps qu'il joue sur son téléphone. Donc, les conditions d'attention n'étaient pas terribles. Mais si tu me poses une question, je rebondis. La grande question, c'était est-ce que le jeu vidéo est une opportunité pour éduquer et sensibiliser sur des thèmes parfois difficiles, complexes. Voilà, ça, c'était la grande question. Moi, ce que ça m'évoque, c'est le fait que c'est une des grandes attentes vis-à-vis du jeu en général. C'est-à-dire une des grandes conceptions du jeu, disons depuis le XVIIIe siècle, c'est de le penser comme étant central dans les processus d'apprentissage. Et donc, on va attendre que dans le fait de jouer, on ait des transferts d'apprentissage. Après, en fait, c'est très compliqué de savoir exactement ce qu'on apprend en jouant. Voilà. Par exemple, quand je joue à un jeu historique, quand je joue à un Assassin's Creed, qu'est-ce que j'apprends vraiment? Est-ce que j'apprends l'histoire en jouant ou est-ce que j'apprends à me déplacer dans un univers en 3D et à tirer sur des personnages qui bougent? Donc, chez Roger Caillois, qui est un anthropologue qui a pensé la question du jeu, il y a cette idée qui est assez belle, qui consiste à dire, dans le jeu, les apprentissages sont souvent décalés. C'est de l'apprentissage latéral. Alors peut-être ça rejoint la discussion et la dimension d'ouverture et de non-maîtrise dont parlait Florent tout à l'heure.
Alors, qu'est-ce que c'est l'apprentissage latéral? Quand je joue aux gendarmes et aux voleurs, j'apprends peu de choses sur le fonctionnement du système juridique. Par contre, j'apprends beaucoup de choses sur la coordination des mouvements, etc. etc. Donc, que l'on apprenne en jeu, c'est certain. Que l'on maîtrise aussi du côté des développeurs les types d'apprentissage hein, qui font partie des plaisirs du jeu, ça, c'est beaucoup moins certain et beaucoup moins facile. Voilà. Et oui, c'est une des grandes demandes, en tout cas, du jeu, d'instruire et plaire en même temps. Ah, parce que du Mais côté peut-être que c'est très difficile aussi. Hein. Moi, c'est le message que j'essayais de faire passer tout à l'heure quand je disais on s'attend à ce que les jeux instruisent, on s'attend à ce que les jeux fascinent, on s'attend à ce que les jeux immergent. Mais oui, quand les œuvres fonctionnent, quand les œuvres sont capables de déployer des contenus intéressants. En tout cas, je ne dirais pas que c'est une propriété du médium hein, en soi. Sinon, ça serait trop facile. Tous les jeux nous immergeraient et nous apprendraient des choses formidables. Or, je dirais que seuls les jeux intéressants le font. Bah déjà, je veux dire, même le jeu les plus basiques, entre guillemets, Mario nous apprend aussi des choses. Je veux dire, le fait d'échouer et de réessayer, c'est déjà quelque chose qui n'est pas à négliger. Et je voulais revenir justement par rapport à, tu as parlé des jeux historiques. Les jeux Ubisoft, justement, surtout donc Assassin's Creed, c'est quelque chose d'affiché chez eux, c'est qu'ils veulent justement toujours éduquer. Ils veulent essayer en tout cas d'éduquer par le jeu. On a vu donc Assassin's Creed, ils ont fait un jeu aussi sur la Première Guerre mondiale qui s'appelle Valiant Hearts, il me semble. En anglais, je ne sais plus en français comment c'était. Qui est justement quelque chose de... on veut essayer d'éduquer par le jeu. Est-ce que c'est quelque chose qui marche, qui pourrait marcher? Est-ce qu'on est au début? Ou est-ce que c'est quelque chose qui a très rapidement ses limites? Je te réponds, puis après on laissera les pros répondre. Mais mon impression à moi, c'est que c'est... En fait, le jeu vidéo, c'est incroyablement difficile à faire. Parce que la fameuse interactivité dont on parlait au début, c'est à la fois une solution formidable et un problème gigantesque. C'est-à-dire que si je veux transmettre des connaissances sur la Première Guerre mondiale, peut-être qu'un doc, un bon vieux documentaire, avec la bonne vieille passivité du spectateur, ça marche très bien. Et que si je rajoute par-dessus l'interactivité, mon joueur, il va être focalisé sur la boucle de gameplay, réussir ce qu'il faut faire, et le discours que je voulais lui transmettre, en fait, il peut passer au second plan. Donc, il me semble que là où les jeux ont quelque chose de vraiment particulier à apporter, c'est quand le jeu n'est pas simplement le véhicule d'un message audiovisuel ou du message qu'on veut porter, mais c'est quand, à travers l'acte de jeu lui-même, j'apprends quelque chose et je suis amené à réfléchir. Voilà. Et on pourra discuter, peut-être on a tous des modèles comme ça de jeux dans lesquels l'apprentissage se passe par le jouet et par le genre de réflexion auquel ça conduit, alors qu'il peut être oui, de caractère éthique. Je suis complètement d'accord. Pardon, vas-y. Non, vas-y. Je rebondis juste là-dessus sur ce que tu viens de dire, Mathieu. Je suis complètement d'accord avec ça. Et tu vois, par exemple, il me semble que ce que Enterrement mon amour réussit le mieux en termes d'apprentissage, entre guillemets, c'est parce qu'on utilise la mécanique des notifications soi-disant en temps réel. C'est pas tout à fait vrai, mais on simule un temps réel. C'est l'angoisse qu'on peut ressentir quand on attend des nouvelles de quelqu'un et qu'on n'en a pas et qu'on ne peut rien faire et qu'on ne peut pas contacter la personne et qu'on est condamné à attendre d'avoir de ces nouvelles. Et ça, on l'a designé parce qu'on voulait refléter quelque chose que nous racontaient les gens qui étaient des proches de migrants et qui attendaient des nouvelles des migrants. Et on a su, de la part de témoignages des joueurs, qu'il l'avait ressenti et qu'il s'était dit à ce moment-là, je n'avais jamais auparavant, dans toute l'exposition que j'ai pu avoir à cette question des migrations internationales forcées, j'avais jamais compris ça. Et là, je l'ai compris. Et donc, ils n'ont pas forcément retenu ou compris les petits éléments d'information qu'on a mis ici et là dans les conversations, des éléments factuels sur comment ça se passe à Alep, comment ça se passe à Damas, comment ça se passe à Izmir. Ils les ont peut-être vus et lus, mais pas forcément retenus. Par contre, l'émotion, le stress de ne pas avoir de nouvelles pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, 10 heures, 2 jours, puis recevoir une notification et se précipiter sur son téléphone, alors qu'on a une relation
certes fictionnel, mais et là je vais être un peu prétentieux, mais c'est pas grave, c'est pas moi parce que c'est pas moi qui ai écrit l'histoire, enfin c'est pas moi qui ai écrit la majorité de l'histoire. Parce que le personnage est bien écrit, on s'est attaché à ce personnage, c'est ça qu'on ressent et on le ressent par les instruments du game design. Et là, pour le coup, on ne pourrait pas le ressentir en regardant un doc, on ne pourrait pas le ressentir de la même façon en lisant un livre, on ne pourrait pas le ressentir de la même façon en écoutant un reportage à la radio. Donc, on est sur une forme d'apprentissage qui est parfaitement exclusive aux jeux vidéo. Et donc, on est, nous, en tant que game designer, quand on arrive à ça, on est hyper content. Mais je suis aussi d'accord avec ce que tu disais, Mathieu, c'est extrêmement compliqué d'arriver à ce genre d'équilibre délicat. C'est parfait ce que tu viens de dire parce que je vous arrête juste là, pour justement régler un peu les soucis techniques. On va faire juste un mini break et je vais passer justement la bande-annonce du jeu, donc Enterrement mon amour. En attendant, peut-être qu'on va essayer de régler le souci de quoi ça. Et je te redonne la parole tout de suite après Myriam, ok? Donc je passe la bande-annonce du jeu Enterrement mon amour pour ceux qui ne connaissent pas. Ok, hop. Ah, est-ce que vous pouvez m'autoriser le share screen, s'il vous plaît? Ouh. Allô, l'Institut, est-ce que vous pouvez m'autoriser le share screen? Oui, on s'occupe de ça, mais je l'avais demandé au début. Alors, attends, il faut que je trouve déjà. Voilà, en attendant, si vous m'entendez, le public, vous pouvez poser des questions via le Q et question-réponse, quoi. Je l'ai en anglais, question and answer, mais vous pouvez donc voilà, poser vos questions et on y répondra à la fin. Est-ce que c'est bon? Ah, c'est bon, c'est bon. Alors, je vous montre donc la bande-annonce d'Enterrement mon amour. Voilà, c'était donc la bande-annonce. C'était saccadé, la bande-annonce? chez moi, mais après, je ne sais pas comment ça s'affichait chez le public. Ah. Et pas le son, Christophe. Il n'y avait pas le son? Il n'y avait pas de son, on n'avait pas beaucoup de FPS. Ah. Ah bah ça, c'est les aléas d'Internet, j'ai envie de dire. Est-ce que vous voulez que je le repasse ou bon, peut-être on repassera vers la fin. Je te repasse la parole, Myriam, donc ce que tu voulais dire. Oui, je voulais rebondir sur ce que disaient Mathieu et Florent en fait par rapport à la forme, parce que c'est vrai que la meilleure façon au final de faire, j'essaie de retrouver ce que je voulais dire tout à l'heure, la meilleure façon au final de faire passer des messages, ça reste d'avoir une adéquation en fait entre le format du jeu et ce qu'il raconte. Typiquement, pour les jeux Lost Phone, quelque
quelque chose qu'on voulait, c'était faire ressentir de l'empathie pour le personnage principal. Et c'est pas, enfin voilà, il y a plein de façons de le faire, mais en tout cas ici, ce qu'on a fait, c'est que les énigmes qui permettent d'avancer dans le jeu sont directement liées à des choses qui sont importantes pour les personnages. Et du coup, on est obligé en fait d'essayer de comprendre un peu le personnage, on est obligé de se mettre un peu dans sa tête pour deviner les différents mots de passe, on est obligé d'essayer de voir le monde un peu comme le personnage voit le monde. Du coup, au moment où on commence à raconter des choses plus intimes sur le personnage, en fait, on a normalement déjà lié un peu une relation d'empathie avec lui ou avec elle, et on va du coup, le message va plus toucher, en fait, tout simplement. Et ça, c'est directement à travers le gameplay, c'est pas quelque chose, c'est pas une surcouche, c'est pas quelque chose d'annexe, c'est vraiment ce qui permet d'avancer dans le jeu, en fait. Et je pense que ce que tu disais tout à l'heure, Mathieu, par exemple, tu parlais d'Assassin's Creed. Assassin's Creed, le truc, c'est que c'est une énorme machine. Il y a effectivement la partie découverte qui est super chouette. Hein. D'ailleurs, moi, je connais des gens à qui ça a donné envie de se renseigner plus sur l'histoire d'après avoir joué à Assassin's Creed. Donc, c'est que ça marche un petit peu quand même. Mais c'est vrai qu'il y a une batterie de systèmes, il y a énormément de choses à faire. Et du coup, on peut être un peu perdu là-dedans. Et puis surtout, c'est pas forcément la découverte de ces choses-là qui va permettre d'avancer dans le jeu. Donc, on peut très bien passer complètement à côté et avoir fini le jeu. Dans les Lost Fun, normalement, alors on peut aussi passer à côté, hein, mais bon, c'est un petit peu plus difficile. Est-ce que, en termes Mon Amour et Normal Lost Phone sont des jeux qui sont explicitement du coup politiques et engagés? Est-ce que vous avez pensé vraiment à ça quand vous avez fait le jeu, ou vous avez voulu raconter une histoire et il y a un sous-message en fait derrière? Je suis toujours un petit peu embarrassé avec cette question parce que à la fois, il est évident que le contenu du jeu et que le propos du jeu ont une dimension politique, puisque quand on parle d'interdire la libre circulation des personnes et quand on parle de refuser aux personnes des droits comme le droit d'asile, qui sont des droits qui sont pourtant cadrés légalement, on parle forcément de politique. Après, je ne veux pas insister sur ce point parce que je ne veux pas qu'on fasse à Enterrement Mon Amour le procès d'être un jeu militant au sens où ce serait un jeu, par exemple, commandité par une ONG qui voudrait vous faire changer d'avis sur une question. Nous, on a toujours dit qu'on n'était pas là pour laver le cerveau des joueurs et leur faire les convaincre que les migrants étaient leurs meilleurs amis, qu'ils étaient tous hyper sympas et qu'on allait tous se faire des bisous. Nous, c'est pour ça que j'insistais là-dessus, on est là pour raconter, transmettre les histoires qui sont des histoires réelles et qui nous ont, nous, remués en tant que citoyens européens avec le droit de vote et avec quelque part un blanc-seing donné aux autorités européennes et à leur gestion, à leur politique en matière de gestion des frontières. Donc oui, c'est un jeu politique. Par contre, c'est pas un étendard et c'est pas un jeu de propagande, parce qu'évidemment, on a eu cette remarque et même ces insultes de la part notamment de l'extrême droite qui nous accusait de faire de la propagande. Et en fait, si raconter le réel c'est faire de la propagande, alors dans ce cas-là, oui, mais sauf qu'en fait, j'ai pas l'impression que ce soit la définition de ce que c'est que la propagande, quoi. Ah, parce qu'il y a eu justement en Grèce, d'ailleurs, il y a eu une critique pour Enterrement Mon Amour qui était de justement que donc, vous avez fait Pixelnet, un jeu qui a profité donc d'une souffrance réelle, et c'est profiter donc avec de l'argent hein, concrètement, donc d'un problème. Et voilà, c'est pour ça que je demande si votre jeu donc il est explicitement politique, est-ce que ça pose des problèmes justement d'éthique derrière, profiter donc de souffrance de certaines personnes, de certaines communautés, de certains événements? J'adore cette question parce que il se trouve que Enterrement Mon Amour est un jeu qui est déficitaire et qui a coûté de l'argent à The Pixel Hunt. Donc j'ai perdu de l'argent en faisant Enterrement Mon Amour. Donc j'aime bien que les gens arrivent avec leurs fantasmes et puissent dire les salauds de game designers européens bien assis dans leur petit confort qui veulent profiter de la misère des migrants. Mais en fait, malheureusement, les faits, pareil, sont un peu têtus. Et ils sont pas dans ils confirment pas cette crainte. Néanmoins, même s'ils le faisaient, en fait, il y a quand même une dimension
à noter, qui est le fait que quand on veut faire des jeux vidéo, de la même manière que quand on veut faire du documentaire à la télévision, ou quand on veut faire de la bande dessinée documentaire, ou quand on veut parler du monde d'une manière générale, c'est quelque chose qui a un coût. Il faut payer les gens qui travaillent pour fabriquer ces jeux. Il faut payer les graphistes, les designers, les développeurs, les game designers, les traducteurs, les gens qui vont s'occuper de la communication, etc. Et donc, si on veut que ces jeux existent, si on veut que ces histoires soient racontées, eh ben, il faut pouvoir les financer. Et pour pouvoir les financer, il n'y a pas des millions de solutions. On est obligé d'avoir ce qu'on appelle un modèle économique. C'est un peu sale, mais c'est pourtant la vérité. Et donc, évidemment, quand on a un studio comme The Pixel Hunt, si jamais on avait gagné plein d'argent avec En termes à mon amour, on aurait réinvesti cet argent dans notre prochain projet qui, lui aussi, aura une dimension ancrée dans le réel, etc., etc. Donc, en fait, je peux comprendre l'interrogation, mais elle témoigne un petit peu d'un certain fantasme sur ce que c'est que faire du jeu vidéo indépendant, en plus qui parle du réel, et en plus, de toute façon, voilà, l'indépendance financière permet une indépendance de propos. Donc, j'aimerais bien qu'on soit très riche, parce que ça voudrait dire qu'on pourrait faire un peu ce qu'on veut et qu'on continue à raconter les histoires qu'on veut dans nos jeux, quoi. Je trouve ça très très drôle comme critique. Je vais même aller au-delà de l'aspect financier. Nous, on avait eu droit à la critique. Normal Lost Fun serait du tourisme émotionnel sur le vécu des personnes LGBT à destination des personnes qui ne le sont pas. Alors, Normal Lost Fun, ça a beau être une fiction, ça s'inspire quand même, encore une fois, du réel. Et ça n'est pas du tourisme émotionnel que de raconter des histoires de personnages qui nous ressemblent, en fait. C'est simplement, je pense, à une extrapolation de la part, encore une fois, des gens qui écrivent ces articles-là, de se dire, d'essayer d'imaginer, en fait, un peu qui sont les développeurs derrière ces jeux, et de se dire, bah voilà, c'est forcément des grands méchants hommes blancs hétérosexuels cisgenres qui ont voulu faire cette histoire pour gagner de l'argent. Bon, pour le coup, Normal Lost Fun, il est rentable, donc c'est un peu différent, mais voilà, c'était pas du tout le but. C'était pas du tout le but du jeu à la base. C'est quand même basé sur un jeu de game jam. Donc c'est simplement des personnes qui se sont retrouvées pendant un week-end pour faire un jeu ensemble et qui se sont dit, bah voilà, on va raconter un truc qui parle de genre parce que c'est un sujet qui nous intéresse, parce que c'est un sujet qui nous parle et parce qu'on est plus ou moins concerné. C'est tout. Je pense que c'est quelque chose qui malheureusement est encore trop présent dans le jeu et qui l'est peut-être un peu moins dans d'autres médias. C'est de penser qu'il y a des sujets dont on peut parler dans des jeux vidéo et puis d'autres dont on ne peut pas vraiment parler, ou alors sinon c'est bizarre, ou il faudrait en parler d'une certaine façon. Personne, enfin, si ça avait été un film, personne n'aurait fait cette critique-là. Il y a des films, enfin, moins de gens en tout cas. Il y a des films qui sortent sur littéralement tous les sujets possibles. Il y a des films très engagés politiquement ou simplement, bah, voilà, comme tu disais tout à l'heure, Christophe, documentaires en fait. Et en fait, c'est parfaitement normal. On sait que c'est un média qui peut parler de toutes ces choses-là. Il y a encore des gens, même si c'est moins le cas aujourd'hui, qui pensent qu'un jeu vidéo ne peut pas parler de ces sujets-là. Et du coup, forcément, vont être beaucoup plus regardants en fait quand c'est un jeu qui en parle et qui vont aller chercher la petite bête un peu, même quand il n'y a pas lieu d'être. Est-ce qu'il y a un blocage dans le jeu vidéo, un peu comme dans le cinéma, hein, pour s'emparer justement de certaines thématiques? Et est-ce que ce blocage il est proportionnel, j'ai envie de dire, au budget du jeu? Ça veut dire, moins vous avez de budget, moins vous avez de blocage. Plus vous avez de budget, plus vous avez de blocage. C'est probable, c'est un truc que moi j'ai pu remarquer, mais c'est vrai que les joueurs indépendants ont tendance à prendre plus de risques, clairement, sur ces sujets-là. Je ne sais pas si c'est qu'une question de budget ou aussi une question d'indépendance créative. Parce que je pense qu'il y a plein de gens, on parlait d'Ubisoft tout à l'heure, mais c'est le cas de plein d'autres studios AAA, il y a plein de gens dans ces studios-là qui rêveraient de pouvoir raconter des histoires plus diverses, de pouvoir raconter des histoires plus engagées, et qui ne peuvent pas le faire parce que derrière, il y a le service marketing qui a dit qu'il fallait sortir un jeu formaté de telle ou telle façon pour qu'il y ait des dividendes à la fin de l'année, quoi. Mais voilà, c'est pas forcément juste l'argent, c'est vraiment aussi la liberté de pouvoir le faire. Et clairement, oui, je pense que les petits jeux prennent plus ce genre de liberté. C'est pas pour rien que par exemple, pour les jeux qui vont parler de thématiques queer,
il y a énormément de créations qui existent depuis des années. C'est seulement cette année qu'on entend un gros jeu, donc, qui est le jeu de Dontnod là, qui a commencé à sortir épisodiquement. Tell Me Why. Oui, Tell Me Why, voilà. Où il y a la plupart des headlines sur ce jeu disaient voilà, c'est la première fois qu'on peut incarner un personnage transgenre dans un jeu vidéo. C'est faux, c'est pas du tout la première fois qu'on peut incarner un personnage transgenre dans un jeu vidéo, mais c'est peut-être la première fois qu'on peut le faire dans un jeu AAA très médiatisé, etc. Parce que ça a pris énormément de temps pour que ça arrive jusque-là et qu'on se dise ok, c'est peut-être pas tant un risque que ça en fait. D'accord. Alors, on me demande que je passe le trailer aussi, pour souci d'égalité, le trailer de Normal Lost Phone. Donc, je vous le passe tout de suite, pour ceux qui ne connaissent pas. D'ailleurs, je vous le conseille vivement. Et Enterrement mon amour aussi, hein, je vous le conseille les deux. J'allais dire, t'as pas en conseillé Enterrement mon amour, c'est pas... Non, je rigole. Alors, on me dit qu'il n'y a pas de son encore, c'est ça? Et non. Non, toujours pas de son. Ah, j'aurais dû chanter derrière. Mais... Bon, c'est pas grave, c'était instrumental. Est-ce que c'était moins saccadé au moins? Oui, c'était moins saccadé. D'accord. Donc, j'en reviens à ce que tu disais. Le but quand même d'un jeu, à part quelques exceptions, c'est quand même de faire du profit, quelque part. Donc, est-ce que justement, ça limite pas d'aborder certaines thématiques, justement? Le fait de faire du profit, parce que justement, on a vu avec, par exemple, des jeux comme, je sais pas, The Last of Us 2, qui s'est pris une polémique, justement, en voulant aborder, même pas indirectement, le fait qu'un de ces personnages soit gay. Ça a fait une grosse polémique qui a peut-être coûté un peu des ventes au jeu. Voilà, Last of Us 2, il est quand même très très rentable. Hein. Pareil, je pense que ça lui a pas coûté tant de ventes que ça, puis ça lui a rapporté certainement plein d'autres personnes qui auraient peut-être pas joué au jeu s'il n'y avait pas eu justement cette représentation. Après, c'est vrai aussi que dans les gros jeux vidéo, les AAA, on a vu quand même le changement se mettre en place très 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 lentement, quoi, et souvent au prix d'excuses complètement bidons. Je me souviens du directeur créatif, je crois, de Assassin's Creed. Les femmes, c'est trop dur à animer. C'est ça, voilà, qui disait qu'il n'y avait pas de personnage féminin jouable parce que les femmes, c'était trop dur à animer. Il y a un moment où il faut arrêter la fumisterie quand même. Il y a alors, je suis pas historien du jeu vidéo, donc je veux pas m'aventurer dans les territoires que je maîtrise pas, mais il y a plein de raisons et probablement certaines d'entre elles tiennent à la sociologie des gens qui sont intéressés aux jeux vidéo en premier, notamment parce qu'on a marketé le jeu vidéo pour eux et qui ensuite ont décidé d'en faire eux-mêmes, qui du coup se sont un peu focalisés autour de thématiques, de représentation et d'univers qui étaient très marqués et un peu toujours les mêmes, et qui ont fait que pendant des années et des années et des années, on s'est retrouvé avec le même genre de jeu, le même genre de héros, en tout cas, je parle du jeu vidéo européen, enfin occidental, et qu'on a eu beaucoup de mal à sortir de ça parce que l'attente s'auto-alimentait presque. J'ai l'impression quand même que ces dernières années, on a eu le droit
à plein de lignes qui bougeaient. Un événement assez marquant, c'est ce qu'on appelait la dadification of video games. C'est les créateurs de jeux vidéo vieillissants, ils se mettent à être parents et ils se mettent à avoir des personnages qui ont des enfants et qui s'occupent de leurs enfants et qui essaient de les éduquer, de les faire grandir, parfois de les sauver. Parfois, les enfants remplacent les demoiselles en détresse. Ça devient les enfants en détresse. Mais j'ai néanmoins trouvé ça intéressant qu'il y ait cette évolution notable. Et puis, quand même, ces 2 ou 3 dernières années, j'ai quand même l'impression qu'il y a, de la même manière que dans le cinéma, blockbuster, de la même manière que le nouveau Doctor Who est une femme, j'ai l'impression quand même que enfin, les médias de masse suivent une certaine forme d'évolution de la société. Enfin, il était temps, quoi, j'ai l'impression, un peu. Et c'est pour revenir juste à la question qui avait été posée à la base, à savoir est-ce que ça nuit pas à la rentabilité et au profit. On a plutôt pu voir que non, en fait. Déjà, alors pas forcément dans les jeux vidéo, mais aussi dans le cinéma, il y avait des gros blockbusters qui avaient des femmes à l'affiche et qui ont très 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 bien marché. Je pense à Hunger Games, par exemple, certains films de super-héros récents. Et justement, à chaque fois, quand l'argument revient de oui, mais les femmes, ça fait pas vendre, non, c'est que vous voulez pas marketer des femmes. Mais si vous le faites bien, ça vendra autant, voire peut-être même plus, parce que vous allez toucher un public plus large, en fait. Alors, je vous arrête juste 2 secondes. Je crois qu'on a enfin récupéré Costas, qu'on n'a pas du tout entendu depuis le début. Et justement, il voulait nous dire quelque chose au début par rapport justement relation danger, le danger des jeux vidéo. On va l'entendre là-dessus. J'espère enfin que ça marche. Bonsoir, je ne sais pas si vous m'entendez maintenant. Oui, on l'entend. Mais je disais donc, et comme il a été dit, que les jeux numériques ont de nombreuses choses en commun avec le cinéma, les films ou les livres. Donc, comme forme de narration, il y a un héros qui est représenté par le personnage auquel s'identifie le joueur. Il a un objectif au but de la narration, la fin de la narration, et au milieu, il y a des obstacles, il y a des ennemis. Et ceci est valable dans toutes les histoires à travers le monde depuis tous les millénaires. Certains jeux nous donnent la possibilité de participer à l'évolution du jeu. C'est ça la différence. Lorsque je lis un livre, par contre, je ne peux que m'imaginer l'environnement, les personnages, la voix des personnages, le physique des personnages ou leur interaction. Le scénario est déjà décidé à l'avance. Au cinéma, par exemple, de la même façon, il y a le scénario, il y a le directeur qui définit tout cela. Donc, je ne peux pas participer vraiment à toute cette narration. Par contre, dans les jeux vidéo, j'écris cette histoire avec le game designer. C'est une bonne chose et une mauvaise chose à la fois. Donc, je peux vivre l'histoire comme je le souhaite, mais en même temps, je dois être préparée à subir les effets et les conséquences. Heureusement, ces conséquences, je ne les vis que dans le monde, dans l'univers du jeu. Surtout les jeux sérieux, les serious games, sont une forme d'expérience sûre pour les enfants ou pour les adultes qui peuvent s'expérimenter autour de certains comportements et voir quelles sont les conséquences. Comme nous avons donc la censure ou la critique au cinéma, au théâtre ou dans le monde du livre, par la même occasion, nous avons cette censure pour les jeux vidéo. C'est tout à fait normal. C'est le moyen également de narration avec le plus grand attrait auprès des jeunes, auprès des plus jeunes. Et il y a très peu d'enfants qui lisent des livres format papier, support papier. D'autres vont lire sur Internet, mais presque tous les enfants jouent aux jeux vidéo.
C'est un moyen donc facile, utile à la fois de s'adresser aux enfants, de les solliciter sur des questions sociales, des questions qui sont liées au quotidien, à l'économie également, comment elles peuvent organiser leur vie, mieux s'organiser sur le plan économique ou s'éduquer ou se préparer à un travail. Et pour répondre à une question qui a été posée par notre auditoire grec, les jeux vidéo, les jeux numériques sont un outil très utile, très attrayant pour les enfants, d'une part, mais également un outil qui leur permet d'écrire l'histoire, la narration avec le game designer. Très bien. Merci pour enfin on l'a entendu, ça valait le coup. Bah justement, on va faire une transition toute faite justement sur les Serious Games. Les Serious Games, donc Costas est spécialiste et donc il a même fait un projet là-dessus. Est-ce qu'il peut nous en parler? D'ailleurs, nous en parler et nous dire qu'est-ce que le Serious Game et c'est quoi la différence avec les jeux traditionnels, on va dire, les jeux vidéo normaux. En fait, lorsqu'on parle de serious games, on parle de jeux qui sont intéressants, qui sont divertissants, mais dont l'objectif initial n'est pas le divertissement. C'est une sorte, leur objectif est plutôt pédagogique, aller à l'école par exemple, ou faire apprendre enseigner une compétence qui est liée à un travail, une tâche ou au jeu. Donc le jeu est intéressant, certes, car s'il n'est pas intéressant, personne ne va jouer à ce jeu, mais en même temps, il doit entraîner les joueurs, leur apprendre avec un objectif précis. Et est-ce que c'est justement le côté interactif du Serious Game qui le rend plus motivant? Oui, je dirais que c'est également cette capacité d'expérimentation avec plusieurs formes de comportement, face à plusieurs comportements, sans avoir les conséquences que j'aurais eues dans le monde réel. Dans le cadre d'un programme européen, il y a quelques années, nous avions conçu deux jeux dans le cadre du projet Sirène, qui ont été primés comme le jeu le plus sérieux à l'époque. Là, les enfants qui allaient à l'école devaient apprendre à résoudre leurs conflits. Ils pouvaient apprendre, s'expérimenter avec des comportements que l'on critiquait au quotidien, par exemple s'ils volent quelque chose à un autre joueur, et les enfants pouvaient voir ce qui se passerait si cela avait lieu dans la vie réelle. L'objectif n'était pas de faire la morale et de dire aux enfants non, il ne faut pas voler, il faut toujours demander l'autorisation avant de prendre quelque chose. Non, on voulait leur dire que si vous acceptez les conséquences, très bien, faites-le. Sinon, il faut apprendre à gérer. Alors, je vais rebondir là-dessus avec une question un peu plus générale pour tout le monde, justement. Est-ce que le jeu vidéo et les serious games en tant que média interactif, ça rend ou ça va rendre obsolète d'anciennes formes d'éducation classique, comme par exemple les manuels scolaires, puisqu'en fait, l'idée de jouer, ça se rapproche en quelque sorte, quelque part, de notre méthode naturelle d'apprentissage, qui est vraiment le fait d'essayer, d'échouer et d'apprendre par l'échec. Alors que dans les manuels, enfin dans l'éducation classique, on est plus dans lire sur quelque chose ou écrire sur quelque chose sans vraiment faire ce quelque chose. Oui, Florent. Moi, je me suis un petit peu renseigné sur le sujet et je comprends que ça puisse être un désir de la part de pas mal de monde, parce que peut-être qu'il y a des intérêts à la fois pratiques, à la fois économiques, à la fois égalitaires, de pouvoir dispenser la même éducation à tout le monde, puisque tout le monde aurait le même logiciel. Mais il me semble qu'il y a dans l'apprentissage une dimension aussi émotionnelle qui est très importante. C'est-à-dire qu'on a une relation avec son professeur, avec ses professeurs. D'ailleurs, les enfants le disent, ils ont des profs qu'ils aiment bien, des profs qu'ils n'aiment pas, ils ont des profs qu'ils trouvent injustes, des profs qu'ils trouvent passionnants, etc.
mais il y a la capacité pour le professeur d'être un miroir. Et je ne parle pas juste d'un miroir qu'on peut coder, qui va par exemple avoir des variables qui vont réagir en fonction des bonnes ou des mauvaises réponses, encourager. Non, un véritable miroir émotionnel, c'est une relation qui est beaucoup plus directe avec l'intimité des apprenants, des enfants, des adolescents, et même des étudiants à la faculté. Et moi, j'ai l'impression que cette dimension-là, elle est difficile, voire impossible à remplacer. Donc, c'est un des arguments, il y en a probablement d'autres, pour lesquels j'aurais tendance à considérer avec une petite dose de scepticisme la possibilité que le jeu vidéo, les serious games et les apprentissages ludo-éducatifs, comme on dit, remplacent des méthodes plus traditionnelles d'apprentissage. Alors, est-ce que parce que je... Vas-y, Mathieu, vas-y. Juste pour dire, il y a une littérature abondante sur la question des serious games, et puis il y a eu aussi à un moment donné un effet de mode et un appel de financement avec l'idée qui est celle que tu critiquais, c'est-à-dire celle de la possibilité d'un apprentissage tout seul avec le serious game ou avec le jeu. Et il me semble que le consensus aujourd'hui n'est pas dans cette direction-là. C'est-à-dire que si on les conçoit comme des outils dans une situation pédagogique plus large, et on n'attend pas que... si on attend que l'apprentissage se fasse tout seul par le logiciel, alors c'est peut-être qu'on attend beaucoup, on demande trop, et que ce serait de toute façon problématique sur le long terme. Et puis, il y a une autre dimension qui est compliquée, c'est la question du rapport entre le jeu et la prescription. Si le jeu est une activité libre, que se passe-t-il en classe quand on dit allez, joue maintenant si le jeu est prescrit, alors est-ce qu'on n'abîme pas en tout cas une partie des pouvoirs du jeu? Et bon, c'est des choses très concrètes. Par exemple, Emmanuel Savignac a fait du travail sur la gamification en entreprise, par exemple. Elle observe des sessions de jeux d'entreprise. Donc, on est sur du serious game, pas forcément jeux vidéo. Et ce qu'elle constate, c'est que, en fait, le cadre, comme elle le dit dans son vocabulaire sociologique, le cadre du travail l'emporte toujours sur le cadre du jeu. Donc, on dit il faut jouer, oui, mais dans un certain rapport au supérieur hiérarchique, au N+1 qui reste. Donc, la situation de jeu reste encadrée. Ceci dit, si on ne la conçoit pas comme un remplacement, si on la conçoit comme une variante dans les situations d'apprentissage qui sont disponibles à ce moment-là, alors on peut produire des choses très, très intéressantes. Mais voilà, c'est le fantasme finalement de l'automatisation par la machine qui est dangereux et contre-productif. C'est un outil supplémentaire, en fait, tout simplement. Parce que j'imagine que ça dépend aussi de certains domaines, parce que aux États-Unis, ils utilisent de plus en plus justement les serious games par rapport aux maths, puisque le jeu vidéo permet enfin de prendre des idées abstraites, un peu comme les mathématiques justement, et d'en faire quelque chose de créatif, de challengeant, où justement l'élève apprend plus facilement. Ça a été vu notamment sur tout un jeu par rapport aux équations, avec des résultats assez justement spectaculaires. Est-ce que ça ne dépendrait pas des domaines de jeu, enfin des domaines justement comme les maths? Pour le coup, je pense qu'on peut apprendre dans littéralement n'importe quel domaine avec un support jeu vidéo, mais je suis assez d'accord avec ce qu'ont dit Florent et Mathieu, c'est que ça peut être qu'un support. Nos jeux, ils ont été utilisés dans des classes par des profs qui s'en sont servis comme support de cours. Il y a différents niveaux en plus d'apprentissage, ça allait de la 5e à des choses plus universitaires. Mais c'était toujours dans un cadre donné, en fait, avec un programme autour, avec un prof qui va rebondir sur ces choses-là. Et c'était pas forcément... par exemple, Norman Lawson, il a été utilisé pour parler de tolérance, de sujets qui sont directement liés au sujet du jeu, mais il a aussi été utilisé dans un cours d'anglais. Tout comme aurait pu être utilisé, je sais pas, un livre quelconque, n'importe quelle autre fiction en fait. Alors certes, ça permet de lancer des discussions sur certains sujets, mais c'est pas spécifique aux jeux vidéo. Et
après, ça c'est mon expérience personnelle, mais des jeux éducatifs type Adi, Adibou, tout ça, j'en avais moi dans mes classes quand j'étais jeune, enfin plus jeune, et quand on avait l'opportunité, enfin voilà, d'y jouer, on trouvait ça quand même très cool parce que ça changeait en fait de ce qu'on faisait habituellement. Donc ça permettait de faire en sorte que l'enseignement soit pas ennuyeux en fait. Parce que ça. Je suis désolée, il y a un bruit de fond en même temps. Oui. C'est assez difficile de parler par-dessus en fait. Je sais pas si. Ouais. Moi, c'était quelqu'un qui parlait en grec. Hein. Il y avait voilà. Un bruit de fond. Je pense que c'était pas le bon canal. Et oui, parce qu'en fait, ça permet de briser un peu la routine en fait de l'apprentissage et du coup, ça marche bien. Ouais, voilà, il y avait une dernière chose par rapport à ce qu'ont dit Mathieu et Florence, c'est que pour moi la question de l'accompagnement, elle est primordiale. C'est exactement la même chose qu'on disait au début. J'ai vu d'ailleurs dans une question, quelqu'un le soulevait encore par rapport à la dangerosité supposée des jeux. C'est qu'évidemment, si on balance un jeu à des personnes qui ne sont pas le public sans les accompagner, oui, c'est problématique. Non, ça n'aura pas une grosse valeur pédagogique parce qu'on ne saura peut-être pas quoi aller chercher dedans en fait. Et du coup, oui, que ce soit les parents à la maison ou les profs dans la classe, il faut faire cet effort d'accompagnement. Et tout comme on ne mettrait pas n'importe quel bouquin ou n'importe quel film dans les mains de nos gosses. Et du coup, j'ai envie de dire, il faut vivre avec son temps à un moment. Et puis, il faut apprendre aussi les différentes catégories de jeux vidéo et comment accompagner les adolescents, les enfants avec ces jeux, quoi. Un travail de contextualisation, en fait, comme il y a déjà pour les livres et pour les films. J'ai une question pour Costas par rapport justement aux serious games. Est-ce que les serious games sont réservés à l'éducation, déjà? Et est-ce qu'on peut faire des serious games aussi attractifs que les jeux classiques, justement? Est-ce qu'un jour, on pourra dire, tiens, j'ai envie de me faire un serious game comme j'ai envie de me faire Assassin's Creed? Tu me permettras d'inverser la question et de dire qu'il est très intéressant de pouvoir utiliser les jeux qui existent déjà très commerciaux, comme les jeux AAA, en créant un cadre d'éducation. Par exemple, le Minecraft n'a pas débuté comme un jeu éducatif, mais plutôt comme un jeu d'exploration. Mais il y a des milliers d'élèves et de professeurs qui utilisent maintenant Minecraft en classe. Est-ce que ceci fait de Minecraft un serious game? Je dirais non, basé sur la définition que nous avons donnée, mais il pourrait être utilisé à cet effet, à cette fin. Il y a quelques années, nous avons eu la nouvelle édition de Assassin's Creed qui a changé la présentation d'Athènes. Et nous qui avons vécu à Athènes et sous l'acropole, sous l'ombre de l'acropole et du Parthénon, c'est là que nous avons pu voir comment était la ville antique, Athènes antique, lors de son acmé, avec ses habitants, ses esclaves, les soldats. Donc, nous avons vu une simulation vivante. Imaginez que l'on ait Assassin's Creed à l'école en Grèce et que les élèves avaient la possibilité de voir comment était Athènes à l'époque. Il est très important de pouvoir utiliser tout cela lorsqu'un jeu créé par Ubisoft nécessite des millions d'euros. Il est évident que le résultat esthétique n'est pas le même. Donc, soit nous devons essayer d'utiliser ces jeux comme le Age of Empires ou le Age of Mythology de Microsoft. On peut les utiliser pour enseigner des scénarios dans un cours d'histoire, montrer l'évolution de civilisations comme les Égyptiens, Vikings, anciens Grecs. Soit donc nous allons utiliser ces jeux commerciaux en classe, ce que l'on peut faire désormais, ou bien nous allons utiliser ces jeux serious games qui ont un intérêt limité, sachant que l'on peut traiter de questions spécifiques avec les enfants, avec les élèves. Très bien.
On va passer aux questions du public. Alors, c'est quoi les questions? Dites-moi. En attendant, est-ce que vous avez quelque chose à dire là-dessus, sur l'intervention de Costas? Non? Oui, peut-être juste ajouter que ça me semble très juste. C'est-à-dire que si on est critique avec les serious games, il y a quelque chose que l'on oublie, c'est que les budgets dédiés aux serious games sont sans commune mesure avec les jeux AAA. Et donc, ce qui peut entraîner d'ailleurs une déception chez les élèves, parce que le standard qu'ils ont, c'est le AAA, et puis ils voient un serious game qui est développé avec beaucoup moins de moyens. Donc, c'est aussi très juste de rétablir la comparaison à sa juste valeur. C'est-à-dire qu'on est très loin de mettre les mêmes budgets de développement et donc d'avoir le même niveau de finition sur un jeu commercial et sur un serious game. Donc, voilà, ça tempère peut-être une partie de la critique qui peut être souvent faite. D'ailleurs, si je peux me permettre, je pense qu'il y a une vraie méconnaissance, souvent parmi les commanditaires de ces serious games, qui peut influer là-dessus sur les budgets trop bas. C'est qu'on va avoir des demandes qui vont souvent être absolument disproportionnées par rapport au budget qui est effectivement disponible ou au temps qui est disponible. Et du coup, on va se retrouver avec un truc fait avec 3 bouts de ficelle, alors qu'avec une demande initiale qui aurait été peut-être mieux réfléchie et avec une meilleure connaissance du jeu vidéo, en fait, on aurait pu faire quelque chose de chouette et qui aurait marché même avec peu de moyens. Donc, je pense aussi qu'au fur et à mesure que les personnes qui sont dans tous ces champs de compétences, qui vont avoir besoin du serious game pour faire passer des connaissances, vont aussi avoir une meilleure idée de qu'est-ce que c'est qu'un jeu. Elles auront aussi moins de mal à demander un bon serious game, en fait. Important de savoir sur quoi on va focaliser son investissement, parce que quand on travaille effectivement avec un budget de 50 000 €, ça n'a absolument rien à voir avec les budgets des AAA. Donc par exemple, au niveau de l'apparence graphique, au niveau du recours à la 3D, à l'animation, à tout un tas de niveaux qui vont très rapidement faire grimper la facture, il faut complètement les oublier, au risque, comme le rappelait Mathieu, d'être désarçonnant pour les enfants qui s'attendent à voir un Fortnite ou un Call of Duty, c'est sûr. Néanmoins, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire quand même des objets qui sont très intéressants. Au début, les enfants habitués au AAA vont dire mais ça, c'est pas un vrai jeu. Mais peut-être qu'il y a quand même moyen, si on est un peu malin, de les accrocher et de leur proposer quelque chose qui va retenir leur attention et puis leur parler. En tout cas, on peut l'espérer. Alors, on passe aux questions-réponses. Donc, il y a pas mal de questions en grec. Je laisse donc l'Institut vous les poser. C'est la question de Evrikomi Georgakopoulou. Comment peut-on utiliser les différents côtés des individus qui accusent les créateurs de propagande? Il y a toujours le côté opposé, mais comment ceci peut être gérable sans détruire l'envie de nouvelles idées et la créativité? Tout à fait sûr d'avoir compris la question. Moi non plus. Ouais. Est-ce qu'on peut répéter la question? Je la comprends, mais peut-être que est-ce que les critiques que vous avez entendues ne conduisent pas à vous autocensurer et à freiner la créativité? Alors, je ne sais pas si la traductrice peut nous confirmer que c'est l'idée générale. Oui, c'est ça, exactement, c'est ça. Oui, c'est ça. Du coup, non. Comment peut-on gérer ceux qui accusent les créateurs de propagande? Il y aura toujours un point de vue opposé à notre point de vue, mais comment tout cela peut être gérable sans détruire l'aspect créatif et cette envie d'idées nouvelles, d'explorer des idées nouvelles? Il ne faut pas gérer, il faut accepter en fait. Il faut accepter que le monde entier ne soit pas d'accord avec nous et que une œuvre, quelle qu'elle soit,
fasse débat, et même fasse un débat et même fasse un débat malhonnête. C'est-à-dire que la plupart des gens qui ont accusé Enterrement mon amour d'être de la propagande n'ont évidemment pas joué au jeu. Et on n'a pas d'énergie à dépenser à aller redresser les torts de tous les gens qui disent des conneries sur Internet, parce que sinon, il y a vraiment, 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 vraiment beaucoup de travail à faire. Et puis, en même temps, moi, je vais vous dire un truc, c'est mon point de vue de créateur. C'est une joie, en fait. C'est une joie de pouvoir faire un jeu vidéo qui va susciter des réactions parfois vigoureuses, voire violentes, parce que on en fait pas beaucoup des jeux vidéo. Ça prend du temps de faire un jeu, ça prend quoi, 2 ans, 3 ans. Si c'est pour faire des grands bains d'eau tiède, bah en fait c'est un peu dommage. Donc quitte à faire quelques temps, essayer d'en faire qui vont un petit peu mettre quelques coups de pied dans les fourmilières et faire réagir les gens avec lesquels on est d'accord, avec lesquels on n'est pas d'accord, et même les gens avec lesquels on pensait être d'accord et qui finalement sont pas d'accord avec nous. Et c'est pas grave, et c'est super même de pouvoir, ouvrir des débats. En tout cas, moi, c'est un des moteurs qui m'anime personnellement. Quasiment tous les jeux sont politiques. De toute façon, il y a pas de, il y a même chez les AAA comme Call of Duty, enfin, il y a une fausse neutralité politique dans les jeux vidéo. Tous les jeux vidéo ont un message derrière caché quelque part ou évident. Plus ou moins bien assumé, on va dire. Mais en tout cas, il y a toujours de l'idéologie chez les personnes qui ont créé le jeu, donc il y en a forcément dans le jeu. Mais oui, je suis complètement d'accord avec ce que vient de dire Florent. Enfin, les choses qui sont purement insultantes, il faut les ignorer, et les choses qui font débat, au mieux, ça nous permet de se remettre un peu en question et de faire des choses mieux. Et puis au pire, on s'en fiche en fait. Et puis parfois même au pire, on est content parce que bon, si on a un peu emmerdé des gens d'extrême droite qui étaient intolérants, c'est peut-être qu'on a bien fait notre travail au final. Donc voilà. Deuxième question. La question est d'Alexandros Xintaras qui demande: considérez-vous que l'activité professionnelle, créer donc professionnellement des jeux vidéo peut garantir une indépendance économique? Vas-y, hein, si tu veux, Florent, je te laisse répondre. Je t'en prie, t'es là depuis longtemps. Hein. Ah, non, pas de beaucoup, vas-y, je t'en prie. En fait, ça dépend. Faut pas oublier que c'est une industrie, bon, déjà qui est hyper concurrentielle, qui en plus repose énormément sur la chance. C'est-à-dire qu'on peut avoir fait le meilleur jeu du monde, si on n'a pas réussi à faire en sorte que les gens y jouent, personne ne le saura et il ne se vendra jamais. Donc il y a tout un faisceau de facteurs, beaucoup externes, parfois internes, à prendre en compte pour savoir si ça va marcher ou pas et si ça va pouvoir rapporter suffisamment d'argent pour en vivre et être indépendant financièrement. Ça dépend aussi beaucoup de où on est localisé. En Europe, on a quand même beaucoup de chance parce que il y a plein de choses qui nous permettent, qu'on n'a pas besoin de payer. Je veux dire, je pense à des développeurs indépendants américains dont l'intégralité du revenu passe dans se payer une sécurité sociale. Nous, on n'a pas besoin de faire ça. Du coup, bon. Pour le moment. Pour le moment. Du coup, oui, c'est atteignable. Atteignable, oui, ça l'est. Enfin, nous, on a réussi. Après, est-ce que c'est facile? Non. Est-ce que c'est garanti? Non plus. Est-ce qu'il y a une recette précise? Non. Ouais, au risque d'être un peu déprimant, faut avoir de la chance en fait. Il faut travailler beaucoup parce que le jour où on a de la chance, du coup, il faut quand même avoir le bon jeu sous la main. Donc, faut l'avoir fait avant. Le meilleur exemple de ça, c'est Among Us, qui est un jeu vidéo qui, depuis quelques mois, défraie la chronique et remporte un succès gigantesque, titanesque. C'est une adaptation d'un jeu de société qui est en gros une espèce de murder party où il faut trouver qui est le tueur caché dans un groupe de cosmonautes qui essaient de réparer un vaisseau. Ce jeu est sorti il y a plusieurs mois, voire plusieurs années. Non, il est sorti en 2018. Il y a 2018, donc 2 ans, 2018. dans une
dans un anonymat pas total, parce que si ça avait été un anonymat total, étant donné que c'est un jeu multijoueur, il aurait purement et simplement disparu, mais disons qu'il vivotait, et puis, puisque un influenceur, puis un autre, soudainement s'en sont emparés, ont trouvé que c'était marrant, il a connu un énorme et très violent succès qui fait que probablement les développeurs derrière ce jeu sont à l'abri du besoin pour les 20 ou 30 prochaines années. Mais derrière cet arbre-là se cache une forêt de personnes qui vont bosser, encore une fois, entre 1 et 2 ans sur un jeu, dans le meilleur des cas, parfois plus, sortir leur jeu sur les plateformes accessibles à tout le monde. Il faut quand même savoir que, par exemple, sur l'App Store, c'est plus de 500 jeux qui sont mis en ligne chaque jour. Ça donne une petite idée comme ça de la concurrence. Sur Steam, aux dernières nouvelles, on était aux alentours d'une petite dizaine de milliers par an. Donc c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeux. Et qui vont... Apocalypse, c'est ça? Ouais, c'est même plus une apocalypse parce que c'est un état permanent, quoi, maintenant. Et qui vont en vendre quelques dizaines, quelques centaines, parfois quelques milliers. On arrive à des chiffres qui rappellent ceux de l'édition, c'est-à-dire 2000 copies vendues. Ça peut être considéré comme un bon résultat. Donc, dans ce contexte-là, évidemment, vivre du métier de créateur de jeux vidéo est pas du tout évident. Ça n'a rien à voir quand on est employé d'un studio qui fait des jeux énormes et que dans ce cas-là, on est un salarié comme un autre dans n'importe quel autre domaine. Mais le prix de l'indépendance est parfois très, très lourd à payer. Moi, je dis souvent, en France, par exemple, Pôle emploi est le plus grand business angel du jeu vidéo. C'est-à-dire que plein de studios se lancent grâce à Pôle emploi parce que des gens ont cumulé du chômage. Ils font un jeu, avec leurs 15 mois de chômage, ils ont le temps de faire un jeu. Le jeu est une catastrophe et puis après, ils retournent à un emploi. Enfin, une catastrophe, non. Le jeu est probablement très bon, mais il est une catastrophe économique et les gens retournent à un emploi salarié, parfois même plus dans le jeu vidéo parce que la concurrence est trop présente. Donc, il ne faut pas se bercer d'illusions. C'est possible, mais c'est pas du tout évident. Je crois qu'il y a Costas qui va nous apporter son point de vue, lui, d'universitaire, qui doit être peut-être différent du vôtre. J'aimerais parler de l'écosystème grec du développement du jeu, en tenant compte, bien sûr, de la taille du marché grec. Il y a de nombreux studios en Grèce qui sont très actifs sur le plan international. Auparavant, nous avions de grandes sociétés qui créaient des des games triple A. Dernièrement, on ne parle que de petites productions. Je dirais que la meilleure façon de concevoir des jeux vidéo, c'est de suivre des études dans une école de développement de jeux et surtout s'y mettre seul à concevoir des jeux. Je dirais que la création de jeux, c'est une activité collective, ce n'est pas le travail d'une personne isolée dans sa chambre, entourée de pizzas et qui crée un super jeu. Non, il faut apprendre à travailler en équipe, à devenir membre d'une équipe. Il faut donc s'expérimenter, participer à des hackathons, participer au Game Jam comme celui qui aura lieu à la fin de l'année, s'expérimenter, essayer, échouer et recommencer, voir ce qui n'a pas marché, mais surtout essayer de se faire une connaissance structurée à partir de ce genre d'école. Il y a de nombreux studios et je vois ici sur le chat qu'il y a des gens de l'industrie locale qui vont participer au webinaire de l'Institut les jours suivants. Donc, je pense que toutes ces personnes devraient nous suivre toutes ces discussions et un peu explorer l'écosystème grec. C'est ce que je les invite à faire. D'ailleurs, Normal Lost Phone a pour origine une Game Jam, il me semble. Hein, oui, c'est bien ça. Il avait été développé lors de la Global Game Jam, qui pour le coup est une Game Jam internationale qui a lieu une fois par an. Donc à l'époque, je ne crois pas que ça ait changé. À l'époque, c'était fin janvier. Et donc le but ici, ça va être de créer un jeu sur 72 heures et avec des personnes qu'on ne connaît pas forcément.
Et effectivement, il y a quelques-uns de ces jeux qui ont été créés pendant la Global Game Jam qui ont donné lieu ensuite à des sorties commerciales dont Normal Lost Phone fait partie, mais il y en a plein d'autres. Alors, on va passer à la troisième question. Moi, juste une petite remarque pour dire que sur le plan, ce qu'on connaît un peu de la structure des studios français et des indés français, en fait, on peut avoir une image un peu faussée. C'est-à-dire, si on pense l'indé uniquement sous la figure comme ça de tout petits studios très créatifs et qui, comme ils sont représentés par Myriam et Florent, en réalité, une bonne partie des studios indés français vivent en tentant de faire un jeu en même temps qu'ils font de la prestation web, de la prestation pour les collectivités locales. Donc, il ne faut pas trop romantiser peut-être le modèle indé. Et il me semble qu'en France, si on va du côté de l'écosystème des petits studios, on voit beaucoup comme ça de choses mixtes, quoi, entre de la web agency et du jeu vidéo. Ce dont je voulais parler tout à l'heure, en fait, c'est que après, ça dépend ce qu'on appelle indépendant. Si on parle uniquement financièrement, effectivement, la prestation, c'est une des meilleures façons de financer les productions. Après, on parle aussi d'indépendance créative. Je pense que voilà, quand on fait plus de projets de prestation pour des commanditaires, est-ce qu'on peut encore dire qu'on est vraiment indépendant dans le sens où au final ça revient au même. Certes, on est son propre patron, mais au final c'est la même chose que d'être salarié, au sens où on n'a pas le choix de ce qu'on va mettre dans nos projets, quoi. Donc c'est encore un autre modèle, quoi. On retrouve au final ça chez tous les créateurs, non? Les vidéastes, les écrivains. Oui, bien sûr. Un peu de prestation à The Pixel Hunt et ça a un gros intérêt aussi, c'est de pouvoir justement travailler sur des projets qu'on n'aurait pas fait nous et donc élargir un peu la palette des possibilités créatives et puis faire entraîner des muscles qu'on n'a pas l'habitude d'entraîner. Et du coup, je trouve ça plutôt agréable, même si par contre, effectivement, c'est parfois compliqué de mener les deux de front, quoi, c'est sûr. Nous, personnellement, pour faire rentrer plus de sous dans le studio, moi, je donne des cours à côté du développement. Donc, c'est aussi une autre façon de rentabiliser les compétences qu'on peut avoir sur les productions. Par contre, pour l'instant, la prestation, à chaque fois qu'on a pu avoir des contacts, ça ne s'est jamais fait parce que justement, on est assez intransigeant sur le niveau de qualité et de messages qu'on a envie de mettre dans nos jeux. Donc, moi, si les prestataires ne sont pas raccords, ça ne peut pas se faire. Très bien. Troisième question, Théo. Allô, l'Institut. Ερώτηση προς το Γαλλικό Ινστιτούτο. Μπορούμε να ακούσουμε την επόμενη ερώτηση. Dernière question. Julie va nous lire la question. Julie Mouquet va lire la question posée par Véronique Danilidou à 8h34. Il y a beaucoup de choses que les jeunes peuvent apprendre grâce à ces jeux. C'est à l'enseignant de choisir et de proposer peut-être un tel jeu ou de jouer en classe avec ses élèves. Du coup, il n'y a pas de question. Ouais. En fait, il y a un deuxième message avec une question, si vous voulez, je vous la lis. C'est bon. Ah, d'accord. Alors, pardon. Il fallait avoir le début de la phrase. Quand on joue en classe, il faut avoir fixé un objectif didactique d'abord, et cela doit être compris et respecté de la part des élèves. Quel est, selon vous, le premier pas vers la création d'un jeu de la part des apprenants à l'école ? Le premier pas, c'est se demander pourquoi est-ce qu'on ferait créer un jeu aux apprenants à l'école, parce que pour le coup, apprendre à créer des jeux, c'est pas moi qui vais vous dire que c'est inutile, mais c'est quand même une palette d'expertise très spécifique. Et à un moment, il y avait un petit peu. Tu parles là, j'ai l'occasion de ne pas être d'accord avec toi, donc j'en profite. Très bien, très bien, très bien.
Vas-y. Moi, je trouve la question très belle parce que c'est vrai que des fois, j'ai l'impression qu'on apprend plus en créant, en faisant le jeu, ne serait-ce qu'en restant au game design, si tu veux, et en se posant les questions de comment ça peut faire un jeu, qu'en y jouant. Et je prends un exemple. Moi, je suis enseignant de philosophie. Et il y avait un jeu que j'aimais beaucoup qui était un visual novel autour des questions justement de philosophie morale qui s'appelait Socrate Jones Pro Philosopher. Donc, on avait un jeu de débat. Et en fait, je me rendais compte que quand les étudiants y jouaient, assez vite, ils se lassaient de lire les arguments et ils cliquaient n'importe où pour avoir la bonne réponse. Et qu'en fait, c'était tellement plus intéressant de leur faire designer à partir d'un problème de philosophie morale le jeu. Là, l'apprentissage de comment est-ce que je peux transformer les arguments, je sais pas, de Hobbes ou de Kant en jeu vidéo, il y avait énormément d'apprentissage. Ceci dit, c'est vrai, tu as raison, on n'allait jamais jusqu'au bout de la création de quelque chose qui aurait tourné sans bug, même sur un moteur minimaliste. Donc je crois qu'il y a beaucoup à apprendre, parfois plus à apprendre en les créant qu'en les jouant. Pour le coup, je suis complètement d'accord avec ce que vient de dire Mathieu. Et après, c'est important effectivement de rester à l'étape du prototype papier parce que si on va plus loin, surtout ça dépend de l'âge aussi des apprenants, hein, bien sûr, et des expériences qu'ils ont déjà. Mais le simple fait d'apprendre tout le workflow pour faire le jeu, c'est déjà énorme. Et du coup, c'est pas forcément nécessaire d'aller jusque-là. Par contre, on s'en est bien rendu compte en faisant le type de jeu qu'on fait, c'est que pour trouver des mécaniques intéressantes, on est obligé de très très bien connaître notre sujet. Et du coup, ça va obliger les apprenants à bien potasser leur sujet, mais surtout pas bêtement en fait, vraiment à se poser des questions dessus. Et là, effectivement, c'est intéressant. Et il y a un deuxième truc qui est aussi très intéressant, c'est qu'un jeu, ça se fait pas tout seul, comme l'a souligné tout à l'heure Costas. Et du coup, ça oblige à travailler en équipe, ce qui est, on n'a pas tant que ça l'occasion de le faire correctement dans les études, en tout cas académiques en général. Et justement, la création de jeux, ça permet aussi d'avoir ce genre de dynamique-là, en fait. Alors, on va devoir conclure. Est-ce que vous avez un mot de la fin avant de terminer? Moi, mon mot de la fin, c'est de dire que effectivement, c'est super intéressant de voir à quel point la relation du public avec les jeux vidéo est à la fois super permissive et en même temps hyper exigeante parfois. Et on est toujours à mi-chemin entre ces deux extrêmes. Et peut-être qu'on dit souvent le jeu vidéo est arrivé à l'âge de la maturité, etc. Peut-être que le jeu vidéo sera effectivement arrivé à l'âge de la maturité, si tant est que ça existe, quand on sera capable d'avoir avec lui une relation un peu plus apaisée, d'accepter qu'il puisse traiter de plein de thématiques, d'accepter qu'il puisse être parfois un objet d'évasion, parfois un objet de réflexion sur le monde, parfois un objet complexe en fait, qu'il est techniquement, qu'il est structurellement, qu'il le soit aussi dans ses propos et qu'il soit perçu comme tel. Aujourd'hui, il est un peu rangé dans une boîte qui est soit celle d'un divertissement pour ados attardés, soit celle d'une passion dévorante. Et voilà, moi j'ai hâte qu'on s'échappe un petit peu de cette binarité. Très bon mot de la fin. Quelqu'un d'autre? Non? Bon, on va... bien, il a très bien fait. Il a très bien. Très bien résumé. On va conclure pour cette table ronde donc, qui est sur l'éthique et la société dans les jeux vidéo. Un grand merci donc à Myriam, Florent, Mathieu et Costas pour ce soir. Vraiment, c'était super intéressant. Désolé pour les petits soucis techniques. Bon, c'était, comme j'ai dit, la première fois qu'on faisait ça à l'Institut. Petit crash test. Mais bon, j'espère que ça s'est bien passé pour vous aussi. Oui. Tout à fait. Oui, ok. Donc, un grand merci donc aussi aux viewers. J'espère que ça vous a plu et on se donne donc rendez-vous très très prochainement pour les prochaines tables rondes. Bonne soirée à tout le monde et encore un grand merci. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée.